Alors merci Monseigneur d'être présent, merci à vous tous de vous être déplacés pour un exposé sur une question qui, je pense que vous en conviendrez, en vaut la peine. Pourquoi la prison? C'est une question qu'on a rarement l'occasion de débattre en profondeur. Et au fond, dans l'imaginaire des enfants, si on leur demande de construire une ville, pour les enfants bien nés, ils vont construire une banque. Et puis pour l'ensemble des enfants, il y a un hôpital, les pompiers, le commissariat de police et inéluctablement la prison. Donc la prison fait partie d'un indépassable de notre imaginaire. Donc pourquoi la prison? C'est une question peut-être iconoclaste. Chaque fois qu'on demande à un juriste à quoi sert un avocat, à quoi sert un procès d'assises, à quoi sert la justice pénale, on a l'impression qu'on est en train de lui faire subir la torture. Et pourtant, c'est une façon d'envisager les choses qui est, à mon avis, très fructueuse. Alors je pars d'un constat, c'est que nous vivons dans un système de justice pénale qui date grosso modo d'il y a 200 ans, qui date de l'époque des grandes codifications, à l'époque où, comme les encyclopédistes, les juristes avaient l'ambition de mettre la réalité en bouteille. Et donc l'idée était de fournir un catalogue de tout ce qu'il était interdit de faire, ou de tout ce qu'on était obligé de faire, en passant en se disant que l'interdit se suffirait à lui-même. Donc le législateur, puisque notre code pénal est le fruit d'une seule intelligence, de quelqu'un qui a réfléchi en chambre, qui aurait d'ailleurs bien fait de prendre un peu l'air, mais enfin ça sent un peu le renfermer. Donc ce codificateur, qui a donc voulu mettre la réalité dans la bouteille, s'est tenu le raisonnement, où tout se passe comme s'il s'était tenu le raisonnement, en interdisant un certain nombre de comportements, les honnêtes gens vont se plier spontanément à la norme, ils n'auront aucune raison de transgresser parce qu'ils vont se rendre compte que la justice commande d'obéir aux lois. Donc on part de l'idée que l'interdit serait suffisant en tant que tel. Et d'ailleurs, s'il ne suffit pas, on va menacer le transgresseur de sanctions qui seront suffisamment sévères dans leur énoncé pour que n'importe quel individu normalement rationnel se rende compte qu'il n'a aucun bénéfice à délinquer. Donc l'idée est que dans un calcul du coût-bénéfice, vous seriez systématiquement perdant de transgresser la loi parce que le coup près va s'abattre sur vous, parce que les foudres de la répression seront à ce point sévères que de toute façon vous serez dissuadé de transgresser. Donc, d'où le titre un peu iconoclaste de nouveau, est-ce que les lois pénales sont faites pour être appliquées? A priori non, parce qu'on pouvait supposer que d'abord vous vous conformeriez spontanément à ce que la loi exige, et si même ce n'était pas par souci de justice, qu'en tout cas, dans un calcul rationnel, vous alliez vous rendre compte qu'il était désavantageux pour vous de franchir la ligne rouge. Et donc tout se passe toujours comme si, à défaut d'obéir à la loi, le législateur a bien dû inventer une sanction. Et donc, c'est par dépit, et c'est à défaut du fait que les gens respecteraient la loi, qu'on a bien dû, par souci logique, dans un souci de cohérence du système, se dire on va effectivement sanctionner les contrevenants. Dans ce cadre-là, pourquoi la prison? Alors assez paradoxalement, dans l'esprit de celui qui a conçu le code, la prison était un acquis humaniste. C'était nettement moins sévère que les tortures, nettement moins sévère ou cruel que les châtiments corporels, nettement moins spectaculaire et sanglant que les exécutions capitales. Et donc la prison est conçue avant tout comme un acquis des sciences humaines qui ne portait pas encore ce nom. Et dans l'esprit du législateur, en isolant les personnes, en les enfermant et en les obligeant en quelque sorte, même contre leur gré, à faire retour sur elles-mêmes, on pouvait espérer qu'elles s'amendent. Donc l'objectif du législateur,
c'est une pensée très 19e, c'est la rédemption par le châtiment. On va, en vous châtiant comme vous le méritez, vous contraindre à réfléchir aux conséquences de vos actions et à vous repentir sincèrement de ce que vous avez fait. Et donc ça, c'est la vocation initiale de la prison, qui donc, du point de vue évidemment d'un contemporain, paraît assez absurde. C'est la prison, c'est finalement un acquis de l'humanisme. Et c'est tellement vrai que c'est au cours du 19e qu'on invente, assez rapidement après la création de la Belgique, la loi sur la libération conditionnelle, qui s'appelle la loi Lejeune, qui n'a rien à voir avec Jean Denis, qui consiste à considérer que, en raison de votre bonne conduite, vous pouvez être libéré, pour faire très bref, au tiers de votre peine si vous êtes primaire, si c'est la première fois que vous êtes condamné, ou aux 2 tiers de votre peine si vous êtes en état de récidive légale. Donc, on a déjà une inspiration consistant à se dire que par l'effet du châtiment, par l'effet de l'incarcération, vous allez venir à résipiscence et vous allez retrouver en quelque sorte spontanément le vœu de rejoindre le droit chemin, pour utiliser des vocabulaires un petit peu désuets. Alors pourquoi la prison? Non seulement parce que, je répète, que c'est une avancée dans le sens de l'humanisme, mais aussi parce que c'est un instrument de mesure commode. Et donc, au moment de l'élaboration du code pénal, il n'existe quasiment que 2 peines, qui sont l'emprisonnement et l'amende, l'amende étant évidemment une sanction subordonnée, réservée à des infractions de caractère mineur. Et donc la prison présente un énorme avantage, c'est qu'elle peut graduer n'importe quel type d'infraction, donc de la plus légère, de la contravention de 4e catégorie à l'assassinat, on peut doser la peine. Et donc la prison apparaît comme la peine idéale en quelque sorte, dans la mesure où elle peut sanctionner adéquatement le contrevenant parce qu'elle le punit à proportion de ce qu'il mérite. Et donc tout le vœu des législateurs est de trouver une forme d'équivalence, qui est évidemment une équivalence très symbolique, entre la gravité du délit et la gravité de la sanction. Et donc on élabore une échelle des peines, de la moins grave à la plus grave, qui est censée correspondre, vous m'avez tous compris, à l'infraction la moins grave jusqu'à l'infraction la plus grave. Et l'idée, c'est de trouver une sorte de correspondance, une sorte d'équivalence qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peut évidemment revêtir qu'un caractère symbolique. Pour le dire en un mot, le vol simple chez nous est puni d'1 mois à 5 ans d'emprisonnement. Il n'y a aucune mesure de la peine, c'est-à-dire il n'y a aucun ciel éternel, et je suis bien placé ici pour parler du ciel éternel, il n'y a aucun ciel éternel qui fixe en quelque sorte ce que vaudrait un vol dans l'absolu. Donc ces peines sont évidemment non pas arbitraires, elles sont artificielles en quelque sorte, et elles ne se soutiennent que les unes par rapport aux autres. Donc on est dans un système où tout se tient, les peines ne se soutiennent que les unes par rapport aux autres, d'où le fait que la prison apparaît comme parangon de la peine juste, parce qu'elle respecte ce qui est au fondement même de l'idée de justice, qui est l'idée de la mesure, l'équilibre, de l'équité. Donc il ne peut pas sanctionner plus que ce que la personne le mérite. Et donc dans l'esprit initial du Code, on est à la recherche d'une culpabilité. Donc on est à la recherche non pas de la gravité des conséquences d'un acte, reprenons l'histoire de Strépy-Brachny, finalement les 2 chauffards sont poursuivis pour homicide involontaire parce que c'est un fait inintentionnel, ils passeront a priori devant le tribunal de police et, autant le dire tout de suite, ils ne mériteront qu'une sanction, si pas symbolique, en tout cas une sanction qui n'excédera pas un quantum qui ne satisfera jamais le vulgus pecus. Donc refermons le chapitre de Strépy. Mais donc l'idée, c'est que c'est la peine reine. Alors aujourd'hui, nous sommes en 2022, c'est toujours la peine reine. Et toutes les autres peines, parce que cette dernière décennie, on a fort diversifié l'échantillonnage des peines possibles, mais toutes les autres peines se réfèrent toujours à la peine de prison comme étant en quelque sorte l'étalon de mesure parfait, puisque vous avez les peines de travail, par exemple, qui est une sorte de service à la communauté que vous devez prester gratuitement pour en quelque sorte effacer l'ardoise et régler vos comptes avec la justice.
Mais la peine de travail, si vous ne l'effectuez pas, elle se convertit en un emprisonnement. La suspension du prononcé ou le sursis, dont tout le monde a au moins entendu parler, si vous ne respectez pas les conditions qui assortissent votre sursis ou votre suspension du prononcé, la condamnation, vous repassez dans le tribunal et retour à la case prison. La surveillance électronique rebelote. Si vous ne respectez pas les conditions du bracelet électronique, retour à la case prison, ainsi de suite. Donc, soit la prison, soit la menace de la prison, mais de toute façon, on n'envisage pas les choses autrement que dans ce cadre-là. Alors ici, ça va être plus compliqué. À quoi la peine est-elle censée servir? On verra dans un quatrième temps à quoi elle sert, donc la question est un peu insidieuse. Alors, il faut simplement savoir que la justice est écartelée entre trois pôles. Il faut bien comprendre ça, qui est d'une part le coupable, le suspect, par définition ici je le traite de coupable, le plaignant, que par définition ici j'appelle la victime parce que les choses sont jouées, donc le procès a eu lieu et on est au stade de l'exécution de la sanction, et bien entendu la société. Et selon que, on va le voir, que le curseur varie plus ou moins de l'un à l'autre, les vocations de la peine changent complètement de nature. Alors, pourquoi la prison? Un des atouts de la prison, outre celui que je viens de dire, qui est de calculer assez facilement ce que peut valoir une infraction, même si ce calcul est quelque part très arbitraire, l'un des atouts de la prison, c'est qu'elle peut théoriquement servir à tout à la fois. Donc, si on me posait la question à quoi sert la peine, en fait, pour ceux qui sont les tenants de la prison, elle sert à tout. Pour un type comme moi, elle ne sert pas à grand-chose, mais elle sert quand même à quelque chose, mais sans doute à toute autre chose que ce à quoi on dit qu'elle doit servir. Moi, je ne vais pas divulguer d'office les conclusions de mon exposé. Alors, en ce qui concerne le coupable, on parle effectivement du châtiment, qui paraît être une version, un terme très connoté, donc ça fait très Moyen-Âge, voire préhistoire, mais donc c'est le châtiment. Le châtiment, c'est la peine, au fondement, sa première vocation, sa vocation de base, c'est de punir. Alors on appelle la peine, on l'appelle un traitement afflictif et infamant. Ça, ce sont les juristes qui causent. Alors un traitement afflictif, comme le terme le dit, c'est de faire souffrir. Il faut que la peine fasse souffrir. Et elle est infamante dans la mesure où elle vous désigne à l'opprobre public que vous êtes un gibier de potence, un repris de justice, etc., etc. Donc il y a une stigmatisation qui entoure le fait d'être condamné et de vous retrouver a fortiori derrière les barreaux. Donc la peine fondamentale, celle qui est au cœur de la logique rétributive, consiste à dire on va vous châtier comme vous le méritez, donc on vous inflige une peine, une affliction en quelque sorte proportionnelle à la gravité de ce que vous avez commis. Au-delà de ça, il y a une vocation négative et une vocation plus positive de la peine. La vocation négative, c'est de dissuader. Donc on pense qu'en punissant les gens, on va les dissuader de récidiver. Et c'est évidemment ce qui est au fondement d'un très grand nombre de jugements pénaux. C'est en fait, seule une peine ferme et dissuasive vous permettra de prendre conscience de ce que vous avez fait et donc vous évitera de déraper à nouveau. Et alors dans une vocation plus positive, c'est la réhabilitation du condamné, parce que la peine ne se suffit jamais en elle-même, elle n'a jamais de vocation en elle-même, elle n'est censée servir qu'à un au-delà de la peine, qui est finalement le fait que la personne, faisant retour sur elle-même, donc se rend compte qu'elle a mal agi et reprend en quelque sorte de bonnes dispositions pour pouvoir finalement réintégrer sa place dans la société libre. Ça, c'est donc quand la justice se focalise sur la personne du coupable. Mais vous pouvez avoir une toute autre logique qui est la logique sécuritaire. Alors, la logique rétributive, vous l'avez compris, consiste à punir un acte passé. C'est une personne que l'on condamne, mais on la condamne pour un acte qui est passé. C'est ce qui permet d'ailleurs de mesurer la sanction à l'aune de ce que cet acte mérite. Dans la logique sécuritaire, on vise la personne et non plus l'acte, et on vise son avenir
en faisant un pronostic sur ce qu'elle risque de faire si on la relâche. Donc on n'est plus du tout dans la vision on va punir quelqu'un parce qu'il est coupable, on va empêcher de nuire quelqu'un qui est dangereux. Et donc on est dans une logique totalement différente qui consiste à neutraliser un individu qui présente un haut risque de récidive. Donc ça, c'est une logique qui est extrêmement prégnante aujourd'hui. Je dirais que c'est la logique triomphante depuis les années 80 et finalement depuis que j'ai prêté serment et aujourd'hui c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est une logique qui est fort à l'œuvre au niveau de la détention préventive et au niveau de l'exécution des peines. Au niveau de la détention préventive, parce que malgré toutes les lois qui tendent toujours à faire du recours à la prison le dernier recours, le succès de la détention préventive ne se dément jamais. Parce que ça donne l'allure, évidemment, d'une répression immédiate, donc ça donne l'allure d'une justice très efficace qui sanctionne en quelque sorte sur le champ. Et donc, il y a énormément de détenus préventifs en Belgique. On évalue toujours entre 30 et 40% de l'ensemble des détenus. Et il y a en Belgique globalement à peu près 11 000 détenus, dont 1 000 en excédent de population par rapport aux places disponibles. Et je rogne sur les unités. Donc, il y a au niveau de la détention préventive un filtre très important qui s'opère, parce qu'il y a des gens qui sont arrêtés sur le champ et d'autres dont je parlerai tout à l'heure qui ne le seront jamais. Et au niveau en aval de la peine, une fois que la peine est prononcée, vous avez donc la création, depuis l'affaire Dutroux, des tribunaux d'application des peines, qui est une juridiction que moi je qualifie de façon un peu péjorative. Je dis que ce sont des découpeurs de mouches en huit dans le sens de l'épaisseur, dans le sens où la liberté c'est toujours pour demain. Vous avez des condamnés, et puis on dit vous devez d'abord subir un tiers, puis 2 tiers, puis 3 quarts, puis 5 dixièmes, puis 9 dixièmes de votre peine. Et les conditions auxquelles on assortit votre libération sont tellement exigeantes que plus personne n'y satisfait. Et vous devez savoir qu'en Belgique, actuellement, depuis quelque temps, la statistique s'est inversée et il y a plus de condamnés qui vont à fond de peine, donc qui subissent la totalité de leur peine, que de détenus qui sont libérés anticipativement. Alors ce phénomène est évidemment très inquiétant parce que tous les juristes bien nés, même Damien Van der Merch, avec lequel je faisais une conférence la semaine dernière, donc qui est avocat général de la Cour de cassation, admet qu'il est bien préférable de libérer quelqu'un avant l'échéance avec des conditions, avec des balises qui permettent de garder un certain contrôle sur son comportement, plutôt que de lâcher les gens dans la nature alors qu'ils ont exécuté la totalité de leur peine. Dans cette perspective sécuritaire, vous avez alors de nouveau une vocation négative, sur un point négatif et un point positif, en tout cas prétendument tel. Le point négatif, c'est intimider, c'est-à-dire c'est le problème de la justice pour l'exemple. Je vais condamner fermement quelqu'un parce que son procès défraye la chronique, en espérant que cela décourage tous ses imitateurs potentiels. Il y a pas mal de personnes qui pensent qu'en punissant les meurtriers et les assassins avec une sévérité implacable, s'éviter d'avoir des meurtres demain. C'est évidemment une douce fiction, donc la vocation exemplaire, exemplative de la peine ne s'est jamais démontrée, et la société la plus violente pratiquement sur la surface de la planète, ce sont les États-Unis, qui comportent, dorénavant, ils viennent de passer le stade des 2 millions de détenus. Ça ne rend pas la société plus inoffensive, en quelque sorte, qu'on l'aurait été si on avait vidé les prisons d'un grand nombre de personnes qui y végètent. Et alors, évidemment, positivement, on va vous dire, mais la vocation de la peine, la vocation ultime, c'est de resocialiser, n'est-ce pas? D'ailleurs, la personne qui doit sortir doit présenter de sa propre initiative et avec ses propres ressources un plan de reclassement grâce auquel elle pourra retrouver sa place dans la société libre. Et alors vous avez une troisième logique qui vient encore se superposer, parce que la peine c'est un peu un millefeuille, donc avec plusieurs logiques. Vous avez la logique que j'ai appelée la logique compensatoire, qui est cette fois-ci la justice quand elle se focalise sur les victimes. En disant on ne va quand même pas oublier les victimes sont un peu les pièces rapportées du procès, parce que c'est vrai que dorénavant l'infraction, c'est pas l'atteinte à la propriété de M. X ou à l'intégrité de Mme Y, c'est une atteinte à la propriété, une atteinte à l'intégrité physique, une atteinte à la vie, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait.
et c'est la société qui punit. Elle punit en son nom, elle ne punit pas au nom des victimes, elle punit en son nom. Et les victimes n'ont pas voix au chapitre sur ce que mérite le condamné. Donc elles ne peuvent pas prendre la parole et bon nombre sont absentes au cours du procès qui les concerne. Et donc si on se focalise sur la situation des victimes, on va dire, ben oui, quand même, quelque part, mettre le criminel à l'abri, ou mettre le, mille excuses, quel lapsus, mettre le délinquant ou le criminel sous clé, c'est d'une certaine manière privilégier la sécurité de la victime. Dans les conditions de libération conditionnelle, 3 des 5 conditions concernent directement les victimes. L'attitude du condamné à l'égard des victimes, le risque qu'il les importune et les efforts qu'il a fait pour l'indemniser. Donc la victime est au centre de la réflexion quand il s'agit de décider si quelqu'un a peut-être libéré avant terme. Zut alors. Bon, c'est pas très grave. Bon, c'est parfait, parfait. Donc on va la protéger en mettant, effectivement, en gardant le coupable sous les verrous. Et puis on pourrait dire dans une version positive et une version négative, oui, quelque part, ça atténue sa douleur. Le fait de savoir que justice est rendue, c'est quelque part, ça doit lui mettre du baume sur le cœur. Même si ça lui fait une belle jambe parce que ça ne réparera pas le tort causé, on peut supposer que cela vienne soulager en quelque sorte ses souffrances. Dans une version beaucoup plus négative, on pourrait dire que c'est quelque part, malgré tout, l'exécution d'une certaine forme de vengeance édulcorée, puisque l'idée est qu'en punissant le criminel, donc en lui faisant subir une peine, donc en lui infligeant une souffrance, quelque part, je dis bien, je pèse mes mots, la victime est supposée éprouver une certaine jouissance de savoir que celui qui a attenté à son intégrité ou à sa propriété souffre. Alors, je ne sais pas si les victimes, je pense que dans leur très grande majorité, les victimes ne sont absolument animées par aucun sadisme. Je pense qu'elles ne sont, d'une manière générale, pas du tout avides de répression, que ça ne les échaude pas, enfin, elles ne sont pas attraites par le fait que le coupable soit lourdement puni. Je pense que c'est le rôle qu'on lui fait jouer, c'est le rôle que l'opinion publique veut leur faire jouer. Et je pense que l'opinion publique a beaucoup plus l'instinct vengeur, parce que c'est une sorte de défoulement, d'une sorte de forme d'instinct primitif, que n'en a la victime elle-même, qui tend essentiellement, d'une manière générale, à se voir reconnaître comme victime, à obtenir la reconnaissance par le condamné de sa culpabilité, ce qui est souvent problématique parce que les gens sont très souvent dans le déni, mais qui est bien plus avide de cette reconnaissance que d'une répression pure et dure dont elle ne voit pas personnellement le bénéfice. Donc ça, ce sont, vous l'avez compris, tout un aéropage de fonctions qui se juxtaposent, c'est comme un jeu de blocs, hein, donc le juge va à un moment donné motiver sa peine en disant que le type est dangereux, d'un autre côté il va dire que sa faute morale est gravissime, d'un autre côté il va tabler sur la gravité des conséquences pour les personnes qui ont été affectées dans leur chair ou dans leur bien. Donc le juge dispose à son actif de toute une série d'argumentations, en fait en général extrêmement stéréotypées, par lesquelles il peut graduer la peine, parce que le paradoxe, c'est que la loi pénale, le code, ne nous dit strictement rien sur ce à quoi la peine est supposée servir. Donc il n'y a absolument aucun garde-fou. Vous allez avoir dans 3 chambres du même tribunal un juge qui est absolument préoccupé par telle logique, un autre par la deuxième logique et un troisième par la troisième logique. Donc vous allez avoir des disparités de traitement qui sont quand même régulières. Donc il arrive tous les jours dans nos juridictions que la Cour, saisie d'un appel, prononce une peine qui n'a aucune proportion avec celle que le premier juge avait prononcée. Donc on passe parfois du simple au double ou du double au simple. Donc il s'est frappé d'un certain aléa que tout le monde admet, parce que le juge est souverain et on pourrait discuter très longtemps de la figure du juge, mais c'est un autre débat, peut-être en une autre occasion.
Alors, alors, à quoi la peine sert-elle effectivement? Bon, je pourrais reprendre toutes les fonctions et vous dire qu'elles ratent leur cible. Je dirais que, pour le moment, soyons très très clairs, la peine remplit essentiellement deux vocations. Elle inflige une souffrance, ça c'est indéniable. Donc la vocation initiale de punir, ben, celle-là, elle est bien présente, parce que les conditions de l'enfermement en Belgique sont en fait monstrueuses. Hein. Donc on agglomère des gens qui ont tous, autant qu'ils sont, un parcours de vie extrêmement chaotique. Et donc c'est un peu comme si on mettait tous les microbes sous la même cloche à fromage et on espère en tirer un certain bienfait. On est dans une situation de surpopulation chronique où les gens sont à trois dans un espace confiné de 9 mètres carrés et ils sont globalement 23 heures sur 24 en cellule et puis ils vont 1 heure au préau. Mais en fait, c'est l'apocalypse. Hein, donc, personne ne le dit, mais nos prisons sont des dépotoirs, même pas à ciel ouvert. Ce sont des dépotoirs, ce sont des mouroirs où on laisse les gens pourrir sur pied. Donc ça c'est un bon descriptif. C'est du temps absolument mort qui ne sert strictement à rien, sauf à tirer sa crampe en espérant une hypothétique libération tôt ou tard. Maintenant, souvent plus tard que tôt, puisque à cause de la logique sécuritaire, le fait est que depuis 40 ans, les juges ont la main de plus en plus lourde. Le législateur commine des peines de plus en plus élevées. Les peines pour le viol vont passer de 5 à 10 ans à 15 à 20 ans. Donc on triple le minimum légal demain, avec une notion de consentement qui fait qu'il va falloir obtenir un permis avant d'avoir une relation intime pour être sûr que le sel ne vous dégringole pas sur la tête. Désolé. Et donc, les peines comminées sont de plus en plus sévères, les juges ont la main de plus en plus lourde, et toujours en raison du politique, la fraction de la peine que les gens subissent devient de plus en plus importante. Donc, les longues peines s'éternisent, et alors nous assistons à un curieux phénomène, c'est qu'il y a un mouvement à la fois centripète et centrifuge, c'est-à-dire que le mouvement centrifuge, c'est qu'on va vider les prisons jusqu'à présent des courtes peines, puisqu'en Belgique, actuellement, les peines inférieures ou égales à 3 ans ne sont pas exécutées. Elles sont exécutées sous la forme d'une surveillance électronique, sauf pour les délits de mœurs et les délits de terrorisme, qui sont toujours les deux points forts de la répression. Et donc, notre gouvernement a décidé qu'on allait exécuter toutes les peines. Et donc, on a retardé déjà 2-3 fois cette réforme en créant un juge qu'on appelle le JAP, le juge d'application des peines, qui devra décider quelles sont les peines inférieures à 3 ans qui devront effectivement être exécutées. Mais alors, les directeurs de prison ont levé les bras au ciel en disant attention, il y a quelques semaines dans la Libre, les deux représentants de l'ensemble des directeurs de prison de Belgique disaient la surpopulation carcérale est une catastrophe nationale. Parce que si on applique ce vœu du gouvernement, poussé par les libéraux, qui consiste à dire que si on n'exécute pas une peine, on accroît le sentiment d'impunité, ça c'est quelque chose, on est tout le temps dans la justice ressentie, hein, on n'est plus dans la justice réelle, donc le sentiment d'impunité, le sentiment d'insécurité, mais on n'observe pas les phénomènes tels qu'ils se déroulent réellement. Et donc si on applique cette loi, on calcule que du jour au lendemain, on aura 700 détenus en plus, là où on ne sait déjà pas les parquer. Donc il y a un mouvement centrifuge qui consiste à essayer de vider les prisons, il y a un mouvement centripète qui consiste à garder les gens qui y sont le plus longtemps possible. Et donc la prison, assez curieusement, est devenue non plus le lieu où on punit les coupables, le lieu où on incarcère les gens dangereux, où on les met hors d'état de nuire, c'est devenu une question de gestion des stocks. C'est-à-dire que c'est comme les hôpitaux, on occupe les lits si vous voulez. Donc on remplit les prisons et puis on les vide, et puis en fonction des places, on va quand même à un moment donné, quand on arrive vraiment à un taux de saturation terrible, on va un peu les vider, et puis quand c'est un peu vide, on va les remplir. À l'occasion du Covid, si je puis dire, pour une fois que le Covid a été bon quelque chose, on a libéré globalement 10% des détenus, quasiment du jour au lendemain, sans que la protection de la société s'en soit trouvée atteinte. Et donc l'idée de la logique sécuritaire qui consiste à penser que plus on incarcère des gens et plus longtemps on les maintient en détention, mieux nous serons protégés, est évidemment, de mon point de vue, une douce fiction. Alors, en fait j'ai un peu bazardé là, donc trop ou peu de détenus en Belgique, c'est une question à laquelle aucun de nos ministres de la justice successifs n'a jamais pu répondre. Alors en France, vous avez Marine Le Pen, les Zemmour qui disent on va créer 20 000 places de prison. Comme si ça allait
solutionner la question dont nous ne se rendons pas compte que notre société est hautement criminogène, qu'on a la délinquance qu'on mérite et qu'on a en fait la récidive que nous méritons aussi. Ça c'est assez clair de mon point de vue. Donc trop ou trop peu de détenus, cette question demeure sans réponse. Et donc la seule chose que je peux dire, c'est que chez nous on reste toujours dans une certaine marche parce que quoi qu'il en soit, je desserre un peu ma cause. En Belgique, sauf pour les crimes de sang, on est dans une justice qui est encore relativement soft par rapport à la justice de nos voisins français. Alors, je parle maintenant des caractéristiques du système de notre système de justice, qui est évidemment affublé de gros défauts. Sinon, ça ne vaudrait pas la peine de prendre la parole si c'est pour vous dire que tout va bien. On nous dit souvent la justice est lente, elle est chère, elle est compliquée. Moi, j'ai envie de vous dire que ce sont des griefs très subalternes, c'est pas du tout ce qui me paraît important. Elle est chère, oui, elle est chère, malgré tout, il y a un accès à la justice qui est encore assez bien pourvu en Belgique, donc un très très grand nombre de justiciables ont droit à l'aide judiciaire. Je n'ai pas l'impression que ce soit là où le bas blesse, elle est impécunieuse, ça c'est autre chose. Qu'elle soit lente, c'est tout bénéfice effectivement pour ceux qui délinquent, parce qu'en fait, après un certain temps, la sanction n'a plus de raison d'être. J'ai eu la semaine dernière la mésaventure de voir un bonhomme qui était condamné par la cour d'appel à une peine de 4 ans avec un sursis pour la moitié, donc 2 ans, pour des faits de 2015. Alors je me suis vraiment posé la question, est-ce que tout le débat a eu lieu sans que personne n'insiste sur le fait que les faits, à les supposer commis, dataient de 7 ans? Je m'interrogeais sur l'opportunité de lui dire après un tel laps de temps, et je pensais à une aventure de Jean et Pierre Louis, je vois que mon petit frère est dans la salle, donc je vais lui faire plaisir, dans la source des dieux, où Jean et Pierre Louis sont à la poursuite de l'eau, de source qui va rendre leur force aux mollassons. Et bien à la fin, tous les habitants du village recouvrent leur force grâce à cette eau de vie, et vous avez dans une des cases de la dernière page la mère qui s'adresse à son gamin qui est pète nu et les pieds dans la boue. Tu te souviens de la fessée que je t'avais promise et que je n'ai jamais eu la force de te donner? Pour moi, c'est un peu exactement l'illustration d'une peine qui arrive en fait quand elle ne rime plus à rien du tout. Et en fait, à cause des retards à la cour d'appel de Bruxelles, qui est la juridiction qui est la plus en retard de toutes les juridictions du pays, c'est une chance pour moi, il m'arrive tous les jours de plaider des trucs qui datent de 5, 6, 7 ans, avec la même question qui se pose à des juges qui quand même ne sont pas nécessairement engoncés dans leur routine. À quoi sert-il encore de punir après le dépassement de ce que nous, les juristes, appellent le délai raisonnable? Alors, donc je disais, elle n'est pas spécialement chère, elle est effectivement lente, mais pas pour tout le monde. Alors, parce que nous assistons ici à un phénomène qui n'est pas suffisamment dénoncé, c'est que nous sommes dans une justice au moins à 4, 5, 6 vitesses. Vous avez des classements sans suite, vous avez des prescriptions, à l'autre extrémité, des prescriptions, et les prescriptions, désolé de le dire s'il y a parmi vous des banquiers, les prescriptions, c'est pour les banquiers. C'est pour les initiés qui travaillent dans des grosses structures, qui commettent des délits économiques, des délits environnementaux, des délits financiers sur très grande échelle. Donc je dis toujours à mon auditoire, si vous voulez rester impuni, délinquez sur très grande échelle et de façon astucieuse. Si vous voulez en prendre plein la figure, délinquez avec un soupçon de violence ou de menace de préférence et délinquez à la pièce. Vous serez la cible privilégiée des autorités de police. Donc on ne punit pas tout le monde et on ne punit surtout pas tout le monde de la même façon. Et donc là, la question pourquoi la prison devient mais qui rentre en prison et qui n'y rentre jamais? Et celui qui y rentre, c'est pour combien de temps? Et là, vous avez le filtre de la détention préventive qui est en fait assez vicieux, puisque sous prétexte de ne pas laisser moisir un détenu méditer longtemps sur son sort avant d'être jugé, vous avez un petit post-it rose sur le dossier où il est marqué « détenu égale urgent ». Et la traduction de ça, c'est pas détenu égale plus du tout urgent. Et donc, les gens qui ne sont pas détenus attendent effectivement des années avant d'être fixés sur leur sort. Mais ils s'en moquent, bien entendu, puisque quand vous comparaissez avec un tel retard, vous courez toutes les chances d'être jugé à moindre frais.
Donc plus le temps passe pour vous condamner, moins la sanction risque d'être sévère. À l'inverse, je le dis souvent, justice véloce, justice féroce. D'accord, cette justice express qu'on nous vante en faveur au détour d'une émission telle que face au juge, ce qu'on appelle la procédure accélérée, elle ne vise en fait que le menu fretin, que des faits mineurs de toute petite délinquance urbaine ou des outrages à la police, des choses qui auparavant risqueraient de passer à travers les mailles de ce qu'on appelle le filet pénal. Donc cette justice, elle est profondément inégalitaire en fonction du type de public. Et la meilleure preuve en est que la population pénitentiaire en Belgique, elle est en fait extrêmement homogène. Vous avez en très grande majorité des hommes, très peu de femmes, des hommes jeunes en très grande majorité, entre 18 et 25 ans. On rentre rarement en délinquance plus tard. Vous avez des gens qui sont en général très cabossés par la vie, qui sont désocialisés, qui sont déscolarisés, qui n'ont pas de diplôme, qui sont non seulement sans emploi, sans domicile, sans ressources, et donc qui présentent évidemment toutes les caractéristiques propices à se retrouver à un moment donné sous les verrous. Donc cette justice est très inégalitaire. Alors assez paradoxalement, c'est qu'elle présente, de mon point de vue à moi, à la fois les défauts de la mécanique et les défauts du hasard. Donc elle a un caractère à la fois tout à fait aléatoire, parce qu'à chaque niveau des poursuites, des gens échappent, donc des gens bénéficient d'un classement, d'autres pas. Des gens sont placés en détention préventive, d'autres pas. Des gens sont convoqués rapidement, d'autres pas. Des gens reçoivent une peine d'emprisonnement ferme, d'autres pas. Donc à chaque niveau, c'est un peu comme un jeu de hasard, il y a des embranchements, et de temps en temps, on joue de chance. Des gens s'en sortent miraculeusement, alors qu'on n'aurait pas parié un cent sur leur dossier. Et parfois, dans d'autres, le ciel s'abat sur nous, alors que rien ne le laissait présager. Donc il y a déjà un caractère propre au jeu, et on peut dire à ce niveau-là que, quelque part, un procès est un jeu dont souvent le résultat est connu d'avance parce que les dés sont pipés, mais qui, malgré tout, comporte encore toujours une petite marge d'aléa. Et c'est à la fois une justice très mécanique, dont les effets sont extrêmement prévisibles, qui fonctionnent dans une routine avec tous les effets de la machine, et donc avec la conséquence qu'un très grand nombre de procès, et ça n'ose pas se dire, je ne sais pas pourquoi, sont en fait joués d'avance, et le juge, il est là, il n'est pas là pour décider s'il acquitte ou s'il condamne. Le juge, disons-le fermement, il est là pour condamner. Et puis de temps en temps, exceptionnellement, quand le dossier est vraiment mal foutu, il va acquitter un peu à contre-cœur, parce qu'en fait, il est le dernier maillon d'une chaîne, et qu'en fait, il finalise tout un processus au cours duquel la personne qui rentre dans la machine va forcément en sortir menottée et emprisonnée. Et donc cette justice me donne, je vais de nouveau citer cette fois-ci Tintin, me donne effectivement l'impression que, comme dans Tintin en Amérique, quoi que vous mettiez sur le tapis roulant, que ce soit Tintin ou la vache, ça ressort sous la forme d'un produit d'usinage, c'est-à-dire sous la forme de la boîte de cornet de bif dont seule la taille varie. Et donc il y a un formatage de la chose qui fait que la justice a un prisme, si vous voulez, qui lui donne des œillères. Par exemple, sur la question de la culpabilité, c'est clair que certains juges vont être plus sensibles que d'autres aux conditionnements qui ont pesé sur l'acte de la personne, et d'autres vont être essentiellement attentifs aux conséquences en disant que le bonhomme n'avait qu'à réfléchir avant d'agir. Donc, de nouveau, selon la sensibilité des juges qui ne partagent pas la même philosophie et qui sont d'ailleurs pas philosophes, c'est-à-dire à qui on n'enseigne pas la philosophie, alors que pour moi, dans un parcours dans lequel on finit par avoir la vocation de juger autrui, il est évident que tous les juges devraient participer à la même philosophie, et d'ailleurs dans le projet de réforme du code pénal, dont je ne sais pas s'il aboutira avant que je ne pousse mon dernier soupir, les deux initiateurs de ce nouveau code qui devrait voir le jour tôt ou tard, eux précisent à quoi la peine doit servir et fixent même une hiérarchie entre les objectifs à poursuivre.
Aux trois logiques dont j'ai parlé, qui manifestent assez vite leurs limites, on pourrait en substituer une quatrième qui pour moi est fondamentale, qui est la logique réparatrice et dont on trouve de très très timides amorces en Belgique. D'autres parlent de la logique restaurative. Moi je trouve que la notion de réparer est plus explicite, mais on ne va pas se chamailler sur les mots. Qu'est-ce que j'ai en vue? J'ai en vue le fait que pour que la peine soit juste, elle doit être utile. Et pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle soit avant toute autre chose utile à celui qui l'a subi. C'est assez simple, hein, c'est presque une lapalissade. Et pourtant, ce n'est pas du tout le cas actuellement. Donc pour l'instant, effectivement, on se venge du condamné, on lui fait subir un traitement épouvantable, donc un traitement qui amènerait la plupart d'entre nous au suicide ou à la folie. Moi, je pense qu'une partie de ma vocation, que je n'ai pas vraiment eu d'être avocat, c'est que la pire chose qui peut m'arriver est d'être privé de ma liberté. Mais la privation de la liberté, je reviens alors à mon idée du législateur qui résonnait en chambre, l'idée de l'enfermement ne correspond pas à l'expérience de l'enfermement. Et ce qui est assez surprenant, c'est que tous ceux qui ont à en juger n'ont aucune expérience de ce dont ils parlent et de ce qu'ils infligent à autrui. Les juges ne vont pas en prison. Les procureurs du roi ne vont pas en prison. Et en tout cas, ils n'y restent pas. Et même s'ils y vont, même les avocats qui fréquentent les parloirs, ne peuvent pas se targuer d'avoir une expérience de ce qu'est la privation de liberté. C'est en fait quelque chose d'absurde. Et quand je rentre en prison, personnellement, j'ai l'impression que je vais mettre mon masque à gaz parce que je rentre dans un univers dont l'absurdité me saute aux yeux et où on ne sait plus respirer. Et donc, cette expérience de l'emprisonnement, c'est un impensé de la justice. C'est quelque chose une chose à laquelle on n'a jamais vraiment égard. Le législateur a dit « je vais inventer la prison », mais c'était quelque chose d'extrêmement abstrait. Pour le juge aussi, une fois qu'il a rendu son jugement, il ne se préoccupe ni d'elle ni d'Adam de ce qui va en advenir. Il n'a aucune claire notion de ce qu'il est en train de faire. Et, a fortiori, le procureur du roi, dont c'est pratiquement la mission exclusive d'envoyer les autres au trou. Et donc, cette question de l'emprisonnement, elle reste vraiment une oubliette, à la fois pour le public, c'est une oubliette physique. On met la poussière sous le tapis, on est censé régler tous les problèmes en les éliminant, ou en tout cas en les écartant du regard. Et pour les gens de justice, c'est une oubliette intellectuelle. Et donc, je demande qu'on se focalise sur ce qu'est la prison concrètement. Et si on y était attentif, on devrait se rendre compte qu'il faut la réformer avant tout de l'intérieur. Je ne dis pas qu'on doit les abolir, donc je ne dis pas qu'une société sans prison soit réaliste, mais je dis que si elle continue de fonctionner comme elle fonctionne, elle produit des effets délétères. Et je veux bien reprendre à mon compte tous les stéréotypes que tout le monde connaît. C'est une fabrique d'exclusion, c'est une usine à récidive, c'est une école du crime. Effectivement, il suffit de voir le prophète d'Audiard pour se rendre compte que beaucoup de gens y rentrent et en sortent pire qu'ils y sont rentrés par la force des choses, pas par malignité d'esprit, pas par méchanceté intrinsèque, mais parce que le fait de leur faire côtoyer toutes sortes de gens qui, à un titre ou à un autre, ont passé la ligne rouge, n'est évidemment pas, il est illusoire de pouvoir en espérer un quelconque bienfait. Donc tant qu'on n'a pas à l'esprit ce qu'est la prison dans son fonctionnement quotidien, ce que un sociologue français appelle la part obscure du châtiment, c'est-à-dire qu'il appelle son livre « L'ombre du monde ». C'est une très belle image, effectivement. Et donc, il démontre qu'en fait, la cruauté de certains gardiens, par exemple, ou l'iniquité des sanctions disciplinaires, le cachot, etc., tout ce surcroît de peine qu'on inflige une fois que le type est en prison, fait partie de l'essence même de la privation de liberté, c'est-à-dire que c'est son corollaire en quelque sorte. Il est inutile d'espérer améliorer ce système si on ne le révolutionne pas. Et donc tant qu'on ne fait pas de la prison une usine, un atelier, une école, avec du travail, avec un écolage, avec des cours, avec une façon de remettre les gens en selle,
on ne peut pas imaginer qu'il en ressorte de gros bienfaits, mais il est évident que les effets délétères de la prison, les effets toxiques de la prison contrebalancent très largement le maigre bénéfice qu'on peut en escompter en mettant les choses de côté pendant un laps de temps plus ou moins long. Et donc je dis souvent, en pesant mes mots, que la prison, mais la plupart du temps, ce n'est pas la solution, c'est souvent le problème lui-même, et donc la prison crée une bonne partie des conséquences dont on a à se plaindre, et essentiellement, elle est pour beaucoup dans le taux important de récidive. Alors quand je dis logique réparatrice parallèle avec la loi sur la protection de la jeunesse, je vais peut-être escamoter les deux derniers paragraphes, la loi sur la protection de la jeunesse est basée sur une philosophie qui est contenue dans son titre, c'est-à-dire que tant que vous êtes mineur pénal, tant que vous avez moins de 18 ans, les mesures, on ne parle plus d'une peine, on ne parle plus d'infraction, on parle de fait qualifié infraction, on ne parle plus de peine, on parle de mesures de sûreté, donc on change de vocabulaire pour expliquer qu'on change de paramètre. La loi sur la protection de la jeunesse est basée essentiellement sur une intuition fondamentale qui consiste à dire que les mesures qu'on prend à l'égard d'un mineur doivent l'être dans son propre intérêt. Quoi qu'il ait fait, l'objectif est de le remettre en selle, quitte à l'enfermer dans un centre fermé pour mineurs délinquants, ça peut passer par la case enfermement, mais cet enfermement-là, il est accompagné. Il est peut-être mal accompagné, insuffisamment, mais par des équipes pluridisciplinaires, des gens qui les prennent en charge un peu comme un athlète ou un artiste qu'on prend à la pièce. Ils sont traités à la pièce de façon individuelle avec quelque chose avec un traitement en quelque sorte, ou un accompagnement, je préfère ça que traitement, qui correspond à leurs problématiques personnelles. En prison, que vous soyez violeur, escroc, voleur à la tire, que sais-je encore, toxicomane, en fait vous êtes logé à peu près à la même enseigne, vous faites partie de la grande famille de ceux qui ont transgressé, et il n'y a pas du tout les traitements appropriés à chaque type d'infraction. Donc si nous en revenons à la loi sur la protection de la jeunesse, eh bien, quoi que décide le juge, le but final de ce qu'il décide est d'être utile à la personne qu'il a en face de lui, dont il augure toujours que son avenir peut être meilleur. Si on imprime cette philosophie aux majeurs, ce qui, somme toute, ne nécessite pas beaucoup d'efforts intellectuels, on révolutionne le bazar. Il y a quelques années, un de nos parlementaires, mais je ne me souviens plus duquel, avait proposé, plutôt que de rabaisser cette majorité pénale à 16 ans, 14 ans, 12 ans, avait proposé de la placer à 25 ans. Si vous commencez à travailler dans cette philosophie jusqu'à 25 ans, vous videz les prisons, ou en tout cas vous les métamorphosez de l'intérieur. Si vous commencez effectivement à raisonner de cette façon-là, vous allez obtenir des résultats sans aucun doute nettement meilleurs que ceux qu'on obtient actuellement. Et donc le paradoxe dans notre système, notamment, c'est que, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est que en matière de libération conditionnelle, c'est le détenu lui-même qui doit, avec les moyens du bord, c'est-à-dire de très faibles moyens, puisqu'on a pris un malin plaisir à le désinsérer, et qu'il ne faut jamais réinsérer un produit désinséré, n'est-ce pas, comme on ne recongèle pas un produit décongelé. Donc à partir du moment où on l'a désinséré avec force, faire peser sur sa propre tête le souci de se réinsérer est évidemment une aberration. Je suis d'avis qu'à partir du moment où l'État emprisonne quelqu'un, à partir du moment où il le prive absolument de toute forme d'autonomie, et donc à partir du moment où un détenu est traité pratiquement à l'égal d'un objet, c'est à l'État, dès le moment de la privation de liberté, à prendre cette personne par la main, si vous prêtez cette expression un petit peu tarte, pour le conduire, pas vers demain, mais pour le conduire vers un mieux. Donc c'est-à-dire qu'on peut espérer à ce moment-là faire du temps de la détention quelque chose qui est vraiment fructueux. Et donc il faut se donner les moyens. Alors on a les moyens. Un détenu coûte très très cher. Un détenu coûte grosso modo en gros 4 000 € par mois. Il y a bien mieux à faire avec cet argent, notamment si on vide les prisons de tous ceux qui n'y ont pas leur place. Et donc il y a une première initiative à faire. Damien Van der Merch me disait que il avait l'habitude d'interroger des matons, donc les gardiens de prison, en leur disant vous, qu'est-ce que vous en pensez
il y a combien de personnes qui ont leur place dans la prison, et les gardiens, de façon assez unanime, disent la moitié, la moitié. Autant ils ne sont pas, on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment partisans d'une justice, laxiste, qui protège les criminels. Donc il y a effectivement un grand nombre de personnes qui sont en prison, qui n'ont rien à y faire. Il y en a d'autres qui devraient y rentrer, qui, à mon vif désappointement, n'y rentreront jamais. Mais ça, c'est un autre débat. Et donc, voilà où on en est. On est avec une surpopulation absurde, avec des personnes qui doivent y rester parce qu'il est inéluctable qu'elles subissent une sanction pour ce qu'elles ont fait, mais on peut évidemment travailler avec ces personnes et en espérer un bien meilleur fruit qu'à l'heure actuelle où la machine tourne à vide. Le problème de la justice, c'est quoi? C'est que c'est une institution. Alors c'est une institution, ça veut dire que comme toute institution, comme tout être vivant, sa seule vocation est de se perpétuer à l'identique. Les juristes n'aiment pas les réformes, ça les emmerde. En fait, quand il y a une réforme, on organise un colloque pour dire comment on a réformé, et puis on se plie à de nouvelles règles d'action, mais on ne va jamais faire la grève pour dire que les lois qu'on nous inflige sont absurdes. Donc les juristes sont des gens qui sont, en règle générale, et finalement j'en fais partie un peu à contre-cœur, mais sont des conservateurs. On plaide en quelque sorte, on voudrait que les choses soient immobiles et qu'on puisse continuer de ronronner dans un monde complètement clos, il faut bien se reconnaître un monde qui n'a aucune ouverture vers l'extérieur. Donc là, le palais de justice et la prison sont deux entités totalement étanches, qui ne s'interpénètrent pas du tout. Et donc, finalement, on ne sait pas de quoi on parle. Voilà le souci avec la prison, on ne sait pas de quoi on parle, et tout le monde en parle sans savoir, et donc l'opinion publique se fait encore une représentation purement fantasmatique de la prison, qui, assez paradoxalement, la prison de Saint-Gilles ressemble comme deux gouttes d'eau au château de la Belle au Bois dormant sous le label de Disney World. Donc c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on en a une vision tout à fait fantasmée et imaginaire qui en fait nuit et qui renvoie aussi à un problème énorme dans notre société, c'est la façon dont on s'informe de l'état de notre justice, parce que beaucoup d'émissions tape à l'œil sont essentiellement axées sur le sensationnalisme et les grands crimes de l'histoire qu'on rabâche à longueur de temps et qu'on revivifie à longueur d'émissions spectaculaires. Et à côté de cela, donc à côté du fait divers qui fait quand même un tiers des journaux télévisés où on interroge le voisin, le fils du voisin, le pompier, pour lui demander ce qu'il en pense. Et à partir du moment où à chaque procès d'assises, on tend le micro aux gens pour leur demander s'ils sont satisfaits de la sévérité avec laquelle le bonhomme a été sanctionné, tout ça est assez horrifique en fait. Et donc on devrait aussi lutter contre une forme de désinformation chronique qui insiste toujours sur les mêmes traits qui ne sont pas du tout représentatifs de l'ensemble du phénomène délinquant, qui est le fait de beaucoup de gens que la vie n'a pas épargné, effectivement, et qui méritent qu'on leur tende une main secourable. Voilà, je pense que je peux m'arrêter ici. Il me semble que c'est un bon communiqué.